J'ai repris un article que j'ai lu il y a quelque temps, mais qui m'avait beaucoup intéressée, qui s'intitule «Les poseuses de bombes du FLN», qui a été écrit par Christelle Tarot et publié dans le magazine L'Histoire. Et donc on est dans la période historique de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, avec le FLN qui est le principal groupe, puis parti politique, qui va mener le combat pour l'indépendance. Et donc à travers cet article, ce qui m'intéressait vraiment, c'était surtout la question de ces poseuses de bombes dont en fait on a une certaine image, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément calé dans l'histoire de l'Algérie ou de l'histoire de la guerre d'Algérie, mais il y a des images assez iconiques. Les Fidayat, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des femmes qui se sont engagées pour l'indépendance de l'Algérie, qui se sont engagées en tant que combattantes et qui vont en plus s'engager en tant que poseuses de bombes. Si on regarde la proportion de ces femmes par rapport à toutes celles qui ont été dans la catégorie combattante au sein du FLN, en fait, c'est uniquement 2% des femmes qui sont concernées et ça va être la figure de la militante qui va nous rester. Parce qu'elles vont être complètement iconisées par des chansons, par des films, par des débats intellectuels, par des procès. Et donc, en fait, on va avoir un peu une image d'elle qui va être très symbolique et qui reflète pas pas mal de réalités qu'elles ont vécues. La première étant que être une femme combattante au sein du FLN, c'est pas forcément très bien vu. C'est accepté de la part des combattants du FLN comme une exception. En fait, ça doit rester exceptionnel. Donc, elles sont très peu nombreuses et elles vont être très peu nombreuses à en plus bah, pouvoir faire des moyens d'action violents. Si au final le FLN va utiliser quand même ce moyen pour poser des bombes, c'est parce qu'il s'adapte bah, à son adversaire. Et l'armée française, considérant que ces femmes sont pas dangereuses, se méfiant beaucoup plus des hommes que des femmes, en fait, l'armée française va moins souvent fouiller les femmes, moins souvent arrêter, vérifier. Et donc, du coup, elles vont avoir pas mal de missions. Et donc, au début, c'est transporter de l'argent, transporter des messages, transporter des armes. Et progressivement, celles qui accomplissent toutes ces missions-là peuvent avoir la mission ultime qui est poser des bombes. Parmi elles, il y a eu 2 femmes qui ont été vraiment iconisées parce qu'elles ont vécu, suite à leur engagement, elles ont vécu la torture de la part de l'armée française. C'est Djamila Bouhired et Djamila Boupacha. Donc la première, Djamila Bouhired, elle dépose une bombe le 30 septembre 1956. La bombe ne va pas exploser. Elle va être arrêtée en 1957 et elle va être torturée pendant sa détention, puis elle sera condamnée à mort le 15 juillet 1957 et en fait son avocat, qui s'appelle Jacques Vergès, va publier aux éditions de Minuit avec Georges Arnaud, un livre qui sert de manifeste qui s'appelle Pour Djamila Bouhired et il va y avoir une énorme médiatisation qui participe à la guerre psychologique qui est menée pendant la guerre d'indépendance, hein. Et ça va être repris notamment par la diva algérienne Warda El Jezaïra qui va chanter Nous sommes tous Djamila en référence en fait à cette personne-là. Et ça va pousser Charles de Gaulle à gracier Djamila. Donc ça, c'est en 1959. Il faudra attendre la signature des accords d'Évian pour qu'elle soit réellement libérée en 1962. L'autre personne, Djamila Boupacha, c'est une femme qui est accusée d'avoir posé un obus piégé à la brasserie des facultés à Alger le 27 septembre 1959 et elle est arrêtée par l'armée française en 1960 et elle va également être torturée, mais dans un registre encore, différent, c'est-à-dire elle est arrêtée, mais elle n'est pas officiellement emprisonnée. Donc elle fait partie, de ces Algériens qui vont en fait passer par, une case fantôme durant laquelle l'armée, a tout pouvoir sur eux et elle, dans sa torture, le viol va être utilisé, très régulièrement.
1 mois plus tard, elle va réapparaître et Gisèle Halimi, va devenir son avocate et va, faire, une affaire, de nouveau très médiatique. Elle va convaincre Simone de Beauvoir de publier un article dans Le Monde, qui commence par une citation qui est assez célèbre, qui est: «Ce qu'il y a de plus scandaleux avec le scandale, c'est que l'on s'y habitue» et en fait, ensuite, l'article va détailler tous les sévices que Djamila a subis pendant sa détention qui est complètement, illégale, vu que ce n'est pas un emprisonnement, judiciaire et il va y avoir un comité de défense pour Djamila Abu Pacha qui va être, créé et qui va être, on va dire mené par, Simone de Beauvoir et donc de nouveau, toute cette médiatisation, cet engagement aussi de certains intellectuels, en fait, pour les 2 affaires, il y a un engagement de certains intellectuels et artistes. Ça va obliger à faire un marche arrière. Donc le tribunal d'Alger va être dessaisi du dossier au profit de Caen. Donc elle va être, déportée, en France métropolitaine. Elle va être toujours enfermée en prison et ce n'est qu'avec la signature des accords d'Évian de 1962 qu'elle va être libérée. Et donc en fait, ce récit de femmes qui vont, qui en fait se battent au sein de leur propre, groupe pour pouvoir être, bah, agissantes. Ensuite elles vont parce que ce sont des femmes, elles vont être, complètement, réduites à néant avec avec la torture qui va utiliser le viol comme arme. Mais encore une fois, parce que ce sont des femmes, elles vont être aussi iconisées et elles vont, la médiatisation qu'elles vont avoir, ça va les sauver. En même temps, ça va gommer un petit peu, hem, tout ce qui est exceptionnel dans leur parcours, en fait. Et le FLN va continuer d'utiliser ces figures-là, au moment où il va, devoir, asseoir sa légitimité en tant que, partie unique, de l'Algérie. Donc une fois que l'Algérie est devenue indépendante. Alors que ces femmes-là, à ce moment-là, elles sont complètement retombées, dans l'anonymat. Le recueil, avec toutes ces figures, féminines, où il y a quand même beaucoup de lutte, qui est, enfin moi en tout cas les poèmes, j'ai vu beaucoup de luttes un peu, souterraines. Ça m'a fait penser à cet article que j'avais lu il y a quelques, mois, voire années, je crois et donc voilà, je me suis dit, en faire un petit résumé, ça pourrait être intéressant. Soit de la Bise. Alors, Soit de la Bise est une autrice contemporaine. Elle est toujours en activité. Elle est pas bien vieille. Elle est née en 65 à Alger. Elle a grandi en Algérie et elle a tâché assez rapidement de quitter son pays. Elle a pu vivre notamment en Tunisie, en Allemagne, où elle a enseigné le français. Et elle s'est finalement installée à Toulouse. Je crois, mais je ne l'ai pas noté, mais je crois me souvenir elle est maintenant naturalisée française. Du moins, elle est maintenant vraiment installée en France depuis pas mal d'années. On sait, et la présentation que je vais faire permet déjà de faire des petits échos avec des choses que je voulais discuter après avec Tam et avec vous. Elle s'exile en fait pour fuir la pression patriarcale dans son ensemble, bien que ce soit lié à aussi une situation personnelle qui a été extrêmement compliquée dans son enfance. Elle est poétesse. Nous allons aborder un recueil de poèmes ce soir, mais elle est également romancière et traductrice, qui est assez intéressant après à aborder, et ce qu'on aimerait faire de plus en plus, même si on ne maîtrise pas la langue au fil de ces émissions. Son travail en général fait écho à des convictions féministes et anticolonialistes, très intersectionnelles. Elle touche aussi un petit peu on va dire aux questions LGBT, un petit peu de loin, en tout cas quand elle touche à l'intime, mais de manière globale, voilà, c'est féministe de manière globale et anticoloniste de manière globale. Et elle s'attache en particulier à ce qu'elle connaît, on va dire, le mieux, même si elle essaye de toucher un peu à une forme d'universel à travers son écriture, c'est les parcours des femmes et en partant à partir du sien. Son premier ouvrage est édité en 2011, donc assez tard, assez tard. Elle s'est mise à l'écriture, du moins pour être publiée assez tard. Et c'est avec un ouvrage qui s'intitule J'aurais voulu être un escargot. Et ses ambitions en fait littéraires sont, sont déjà sensibles. Enfin, l'idée de vouloir continuer à écrire et de vouloir toucher ces sujets-là à travers toute son œuvre aujourd'hui.
Le récit «J'aurais voulu être un escargot» se concentre sur une jeune fille qui est enfermée chez elle et qui tente justement de s'extirper d'une éducation, très étouffante au sein d'une société, globalement intégriste et de se découvrir également. C'est aussi un récit intime et de se découvrir et d'avoir aussi un regard sur l'extérieur et de pouvoir possiblement, y accéder d'une manière ou d'une autre. Ses premiers ouvrages vraiment poétiques, parce que le statut de ses œuvres est souvent un peu particulier. Ses premiers ouvrages plus purement poétiques sont édités, à partir de 2017. À travers 3 ouvrages, «Je rends grâce à l'arrobase», «Une échelle de poche pour atteindre le ciel» et «Brouillon amoureux». Alors à ce jour, moi j'ai compté 8 récits poétiques qui ont été édités, dont celui dont nous allons discuter aujourd'hui. Ensuite, en 2019, est édité l'ouvrage «Enjamber la flaque où se reflète l'enfer, lire le viol», dont le titre est donc assez clair sur le contenu de l'ouvrage et qui parle d'elle directement. Et on a un second roman en 2021, Glisser nu sur la rampe du temps, qui est présenté comme un roman, mais c'est une espèce enfin, c'est pas vraiment un recueil de nouvelles, c'est pas vraiment un roman et la maison d'édition présente ça un peu comme un récit en fragments. C'est une formulation, qui apparemment a été trouvée entre l'autrice et l'édition pour que ce soit, vendable. Elle n'était pas forcément très, très d'accord avec ça, de ce que j'ai pu, lire d'elle. Donc c'est un récit en fragments qui met en avant des femmes récupérant leur voix et leur pouvoir, mis à mal par le patriarcat, le colonialisme et généralement la précarité qui en découle. Si je vous cite autant d'ouvrages, c'est pas trop, pour vous perdre, mais en fait, c'est surtout parce que ce qui m'a touché d'emblée, et on en parlera un peu avec Tam, c'est toute la poétique déjà de ces titres, en fait, qui sont très imagés et en même temps très, très concrets, qui évoquent, beaucoup de choses, beaucoup d'images, beaucoup de sensations potentiellement et en même temps, qui sont assez frontaux, je trouve, dans leur rythme et moi, ça m'a vraiment agrippé l'œil quand j'ai découvert, cet ouvrage-là et après en regardant les autres qu'elle a publiés, avant et après. Donc parce que j'aime généralement les titres putassiers dans la recherche et souvent les bonnes formules en littérature et ça fonctionne plutôt bien avec moi. Hem, Parmi sa carrière, on peut aussi citer qu'elle a eu, on va dire, 3 participations à du spectacle vivant. Elle a il y a une mise en scène de ses poèmes en musique, une espèce de conte musical qui a été écrit à partir de ses textes et une performance à partir d'Enjamber la flaque où se reflète l'enfer, dire le viol. Et je souhaitais aussi noter qu'elle a eu 3 distinctions, donc le prix Méditerranée de la poésie en 2020 pour le recueil «Je franchis les barbelés» et 2 prix pour ses traductions cette fois-ci en 2024 et en 2025. Détail notable, elle refuse de recevoir le prix Méditerranée des mains du maire Rassemblement national. Donc elle a eu le prix, elle l'a accepté, mais elle n'a pas voulu se présenter pour recevoir de ses mains. Et dernier point pour pouvoir parler aussi un petit peu de la traduction, ces œuvres sont traduites en espagnol et en italien. Pas toutes, mais une partie d'entre elles et notamment dans le cadre de notre ouvrage, qui est édité en 2021 aux éditions Je ne l'ai pas dit, je suis navré, aux éditions des Lisières. L'édition est bilingue, donc Enfiler la chemise de l'aïeul est présentée en arabe et en français. Mais la traduction n'est pas assurée par l'autrice, mais par une traductrice, qui s'appelle Dia Bousselmi et un autre ouvrage, avec une édition, similaire, est choisi pour Une échelle de poche pour atteindre le ciel et on peut aussi trouver en librairie l'ouvrage Déboutonner la soie de ton silence, qui est une édition pour le coup là qui est trilingue, avec le remarqué le plus tout de suite, c'était vraiment que c'était des formats très courts, très scandés, t très, enfin un peu cut. Au début, je pensais que ça pouvait être très cinématographique, mais en fait, je trouve ça même plutôt photographique que cinématographique, et qui sont des images parfois qui sont très très parlantes d'un coup et qu'on a tout de suite à l'esprit, et en même temps qui il faut tourner un peu autour et reconstituer une image à la lecture, quitte à le relire en fait ou à le lire autrement. C'est un peu comme ça que j'ai abordé la chose et c'est ce qui m'a remarqué le plus en premier lieu. Il y a vraiment un thème central. Chacun de ces poèmes pourrait faire partie de la même, vie, de la même, histoire, du même récit. Heu et donc au fond, ils racontent Alors c'est quand on les lit comme ça, comme le recueil est quand même assez court et que les ouais, poèmes sont assez courts, contrairement au format du livre qui pourrait nous faire penser à des poèmes plutôt longs, du coup, on peut
tout lire d'un coup et en fait ça pourrait retracer, une destinée, plutôt féminine, heu, dans le pays de l'Algérie, sans qu'on le situe chronologiquement de manière trop précise, mais ça pourrait être un récit en soi. L'ordonnancement, on va dire, des poèmes, moi, je l'ai pris comme ça, parce que forcément, quand on va lire un recueil poétique, ça dépend, enfin, toi, je sais pas, et ça dépend peut-être de la longueur, de l'artiste, etc. Mais c'est vrai que moi, je l'ai lu d'un bout à l'autre, avec vraiment un début à une fin, et je sais que, pour avoir écouté une des interviews d'elle, c'est ce qui, c'est quand même quelque chose qu'elle construit avec vraiment début, fin, milieu, et quand même un rythme général entre les textes. Pour certains de ses ouvrages, pour celui-là, je ne sais pas en particulier. Après, sur l'idée de trajectoire, pour la construction, vraiment, je ne sais pas. Mais vu comment ça a été écrit et ce que c'est censé évoquer de prime abord, qui est d'abord lié véritablement à elle, c'est possible, mais c'est pas certain. C'est pas très clair sans doute. Dans le sens où en fait les textes apparemment lui ont été inspirés au moment du deuil de sa mère. Donc c'est vraiment lié à elle et on va dire son rapport à l'aïeul, que ce soit sa mère ou même sa grand-mère, vraisemblablement. Et donc il y a l'idée d'une trajectoire personnelle, mais je ne sais pas si les textes lui sont venus un peu comme ça, et après elle a quand même essayé de les remettre dans un ordre précis pour avoir quelque chose qui vivrait une pensée spécifique, en tout cas qui nous serait offerte, ou si c'est complètement laissé à l'interprétation. Je sais qu'elle aime bien laisser des portes d'ouverture et des fenêtres d'ouverture au lecteur, mais vu qu'on le lit généralement quand même d'un bout à l'autre, notamment quand c'est court, moi je l'ai entrepris effectivement comme ça aussi, comme toi. Elle écrit je crois, enfin vraiment, elle a son intérêt d'écrire en français et de ne pas avoir joué sur la traduction parce qu'elle veut vraiment se dire je suis une autrice francophone en fait. Et ce qui l'intéresse justement, c'est que, enfin, elle avait donné une anecdote où elle disait ça m'amuse toujours quand on m'interviewe et qu'on me demande pourquoi j'écris en français. Et généralement, je réponds pourquoi pas. Et j'essaie de voir si la personne en face, comment elle rebondit, si elle rebondit et si elle est mal à l'aise. Parce que pour elle, l'idée d'écrire en français, c'est que le français, à partir du moment où tu le maîtrises assez pour pouvoir communiquer, en fait, c'est une langue qui est tienne. Et je sais qu'il y a une revendication à dire, moi, ça m'attriste de dire, enfin, qu'on utilise uniquement la langue de Molière et pas la langue de Senghor, par exemple. Mmh, Et qu'en réalité, bon, bah, la richesse de la francophonie, c'est le fait que, en fait, dès que tu la maîtrises et que tu peux en faire quelque chose, euh, elle t'appartient aussi et tu peux écrire dans cette langue, en fait, même s'il y a des erreurs et c'est pas grave. Et je me souviens aussi qu'elle disait dans un autre entretien que c'est pour ça aussi qu'elle aime les phrases courtes, parce qu'elle s'exprime très bien en français, vraiment, elle parle très bien, elle écrit très bien en français, voilà. Mais qu'elle aime bien les phrases courtes parce que déjà, elle s'ennuie des choses trop longues. Je pense qu'elle s'ennuierait beaucoup à m'écouter et à me lire. Et en même temps, elle avait eu des cours en gros de littérature où on lui avait rappelé, je crois que c'était Camus qui disait ça justement, qu'il aimait bien les phrases courtes parce que pour éviter de faire des fautes en fait. Enfin, je préfère dire des erreurs d'ailleurs que des fautes, mais donc pour éviter de faire des erreurs et ça l'avait toujours marqué cette anecdote-là et qu'elle s'était dit ah bah tiens, enfin, mon plaisir des phrases courtes en fait est peut-être lié aussi à ça. Et donc c'est pour ça que le rythme est vachement important aussi pour elle et elle le justifie aussi par un aspect un petit peu plus personnel, on va dire, enfin pas presque sociologique de la langue en fait, social de la langue. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça conditionne son écriture et en même temps ça fait comme s'il y avait comment dire, pas un obstacle, mais genre une contrainte. Et en réalité, bon, bah, ça permet d'être peut-être d'autant plus pertinent. Et finalement, ça devient pas un manifeste, mais quelque chose vraiment qu'elle va revendiquer pour elle-même et pour un message vis-à-vis de la langue et vis-à-vis de l'écriture. Et donc, je trouvais ça assez intéressant qu'elle soit honnête à ce niveau-là. Et en plus, voilà, en étant tout à fait ouverte sur pourquoi elle le fait et qu'est-ce que ça peut rendre intéressant vis-à-vis de la traduction, vis-à-vis d'écrire dans une langue qui n'est pas la nôtre, etc. mmh, Et pour la traduction, je peux te répondre aussi si tu veux. Je sais qu'elle laisse complètement traduire à côté et après forcément on lui soumet. Et vu qu'elle parle quand même arabe, elle a pu quand même regarder. Et je sais qu'elle était très critique plus sur le rythme justement et la musicalité que sur l'aspect purement vraiment du poids des mots entre guillemets pour le sens donné. Enfin, il fallait que le sens reste évidemment, mais elle, ce qui l'importait vraiment, c'était cette question-là d'être très direct, très frontal, en peu de choses
mais que la musicalité, le rythme restent. Que donc après, elle fait des propositions pour essayer de revenir vers le rythme et la musicalité qu'elle voulait. Du coup, dans l'enjeu de la traduction, ça permet peut-être, aux auteurs de, de pouvoir, comprendre, ce à quoi ils tiennent le plus dans leur écriture et donc elle, c'est surtout, le rythme et pas, le Mmh, choix du mot, le choix de la structure, ce genre de choses, mais plus, le rythme et la sonorité. C'est intéressant, en fait, c'est un exercice, ouais et c'est qui pour doit ça être qu'ap très révélateur pour chaque auteur. et c'est pour ça qu'apparemment, la traduction en anglais a été très difficile pour, le dernier ouvrage qui est en édition trilingue. Parce que, la traductrice pour l'anglais, est forcément pétrie aussi, de la langue qu'elle connaît et de l'édition poétique, enfin comment dire? De la mise en forme poétique de l'anglais et cetera, même si elle peut être extra contemporaine ou très proche d'une façon d'écrire, de Poète de la Bise, parce que les formulations étaient trop classiques et trop longues. Après l'anglais peut-être pourtant est assez concise par rapport au français à pas mal d'égards, Mmh. mais elle avait souligné que justement pour l'anglais, ça avait été encore plus dur, qu'il fallait d'autant plus revenir possiblement sur la langue pour, pas la hacher, mais en tout cas, la rendre plus cut, comme je disais un peu plus tôt, pour mieux coller à cet aspect un peu fragmenté, mais avec des images qui sont assez parlantes, en peu de mots et effectivement, c'est un boulot monstrueux et ça montre qu'un choix de traducteur, c'est pas que des éditeurs et c'est parfois aussi l'auteur et c'est bien et c'est presque réécrire un livre derrière ou recorriger un livre derrière et pour ça, même si c'est court, en fait, ça peut prendre un temps fou et je trouve ça hyper intéressant que les auteurs, en tout cas, pour la poésie, je peux d'autant plus l'entendre sur le rythme et cetera. Je pense que c'est vraiment justement, les récits courts, voire carrément, la poésie, je pense que c'est beaucoup plus, Mmh. compliqué à traduire, en fait. J'ai lu 2-3 choses sur elle où elle s'oppose formellement à l'IA, pour, heu, pour la traduction notamment, et qu'elle a quand même envie qu'il y ait une patte de traducteur dans la traduction qui subsiste quelque peu. Et je trouvais ça enfin, extrêmement touchant effectivement quand elle en parlait en disant bah, enfin, traducteur c'est un métier important en fait, enfin, c'est quand même c'est un lien humain d'écriture aussi. Et... La rue sort, braguette béante, disait tant, oubliait tant, la rue en pantalon me le rappelait. Là, il y avait un peu de ça parce qu'effectivement tu comprends assez clairement de quoi elle parle, mais vu qu'il y a différents temps dans très peu de vers, entre le temps raconté de la mère qui dit fais attention en gros et le fait que après c'est en sortant qu'elle comprend. Enfin, tu vois, il y a donc plusieurs images et il y a quand même une narration qui se forme. Et ça, par exemple, je me suis dit, ok, j'ai compris. Et en le relisant, vraiment, j'arrivais à voir la succession, on va dire, des scènes pour vraiment comprendre le fond de ce qui était dit. Et, et donc voilà, moi j'ai trouvé ça très chouette d'avoir besoin de se le répéter, parfois de le dire tout haut, des choses comme ça, pour vraiment que tout apparaisse. Toi, t'es resté sur l'instantané, ça venait tout de suite. Oui, mais j'aime beaucoup, en fait, je lis pas beaucoup de poésie. Heu, Mhm. le genre de la poésie, quand je le lis, je vois le plaisir qu'a l'auteur de l'avoir écrit. Je sais pas comment dire. J'ai pas beaucoup de plaisir de lecteur, mais je vois et Je suis un Français. je vois le plaisir d'avoir, trouvé la bonne combinaison, la bonne métaphore, le bon rythme, Hmm. la bonne, durée, tout. Je vois vraiment le plaisir, pas que, alors je lis pas de poésie technique, je lis vraiment pas de poésie, on va dire classique quoi, ça c'est des poésies, ce recueil, c'est le genre de poésie que je peux lire par moi-même. Et en fait, je vois et je dis: «Ah ouais, là, c'est joliment dit, c'est bien trouvé». Après elle, quand même, tout son recueil, il est sur un, alors je dis recueil, du coup, je suis désolée, c'est peut-être pas le bon mot, mais tout ce livre est quand même autour d'un, C'est un d'un thème. thème, on l'a compris et du coup, ouais, l'image, elle me vient vite et en fait, quand l'image me vient, je me dis: «Ah là, vraiment, elle a trouvé voilà, elle a trouvé la bonne combinaison». J'avoue que je lis plus comme ça la poésie, et heu et Mhm. elle, en plus, comme c'est vraiment très court et que c'est vraiment pour moi,
chaque poème, c'est une image. C'est comme si, en fait, on avait, flashé quelques instants de vie de toute la vie d'une femme, qui malheureusement peut être résumé, au rapport de domination, hein, parce que c'est pour moi, c'est vraiment que ça et en même temps, bah, c'est très vrai, c'est il y a un côté très universel donc j'avoue que moi, les images, je les avais vite. J'aime qu'on me raconte une histoire qui me coupe, de mon monde, même s'il peut en parler, ça reste une coupure, ça reste, l'imaginaire et tout et du coup, la poésie, j'ai une lecture beaucoup moins, peut-être enfantine, je sais pas, j'ai une lecture beaucoup moins, laissez-moi être transportée. J'ai une, lecture beaucoup plus, «Ah là, c'est écrit comme ça, là, c'est», tu vois? Plus dans le plaisir Mmh mh. de voir les phrases et du coup, ouais, du coup, je pense que je vois des images, mais je suis pas trop dans l'analyse non plus. Autre que: «Oh, c'est bien dit, je vois l'image, donc c'est bien dit», quoi. Mmh, les scènes de VSS, il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus dans tous les genres de littérature Ouais. et c'est vrai que du coup on écrit des pages et des pages sur ça et c'est Mmh. intéressant aussi de voir que, bah, voilà, en 3-4 lignes, c'est dit et il y a peut-être pas besoin d'en dire plus. Ça me fait penser à, un Ouais, roman que j'avais vraiment, beaucoup OK. aimé parce que justement l'autrice, elle est écrit de manière très poétique, mais c'est un roman, c'est pas du tout de la poésie. C'est, Betty et c'est très poétique, c'est très métaphorique, c'est hyper violent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trigger warning et en fait, du coup, elle aussi, elle est dans la métaphore de, notamment, les VSS. Le but recherché n'est pas le même, hein. Là, c'est de la comment dire? C'est pas le même que, un autoportrait où on va t'expliquer, qu'est-ce qui fait, que tu en es arrivé, à ce moment-là de ta vie et cetera. Donc, c'est je comprends aussi qu'un auteur ou une autrice, décide de d'écrire des pages et des pages, mais en fait, moi, je crois que ça marche mieux parce que je comprends très bien la scène. Personnellement, j'ai un ressenti physique, c'est-à-dire Mmh. que, bah, j'ai un vrai dégoût, j'ai un coup de chaud, quand je vois les scènes comme ça, moi, ça me je fais partie des gens qui sont sensibles à ça et en même temps, du coup, il y a pas besoin de plus. Je personnellement, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin qu'on m'expose tous les tenants, les aboutissants et du coup, Mmh. je pense que pour moi, c'est le genre de livre qui, fonctionne mieux pour aborder ces thèmes, difficiles. Ça fonctionne mieux que, voilà, typiquement des autoportraits où il va y avoir des scènes comme ça. Moi, je fuis un peu ces livres-là et est-ce qu'on peut aussi aujourd'hui dire: «Bah, j'aimerais bien un livre où il y a pas, toutes ces questions-là, juste un livre qui me libère au Ouais. contraire et bah, des fois, quand on me reparle de ça, ça me libère pas, même si effectivement, il faut libérer la parole et cetera. Je suis pas du tout en train d'avoir un discours, faut pas en parler. Mais j'ai Mmh. un discours en tant que lectrice qui, à l'âge qu'elle a et qui, statistiquement a vécu, ce qu'elle a vécu, bah, en fait, peut-être, j'ai besoin aussi de, qu'on me laisse tranquille même dans la littérature, tu vois? Qu'on revienne pas à me dire: «Mmh tu te souviens de ça?» Tu vois? Ouais. Et du coup, bah, je pensais pendant longtemps que du coup c'était, des thèmes, je ne voulais pas les croiser. Donc moi les trigger warnings, je les regardais et je reposais les livres parce que voilà, j'ai le Mmh coup mh. de chaud, j'ai voilà. Et en fait, bah, je me dis quand c'est métaphorique, heu, ça s ça me je ressens la même chose, mais ça ne va pas ça ne va pas me f pas faire du mal, mais ça va pas me ouais, bon, je vais dire faire du mal, même si c'est exagéré. Mmh mh. Alors, parce que il y a pas besoin de dire pour se comprendre la scène. Tu vois ce que quand toi tu dis: «Je relis pour être sûre d'avoir vu la scène», bah, peut-être que moi, ça m'arrange de pas tout voir dans la scène et donc je vais pas relire, mais je sais. Mmh. Tu vois ce que je veux OK. dire? Donc, Oui. Oui, je vois hem très bien. et Tiffany Bah, McDaniel, elle ouais. a Vas-y, vas-y. désolée, il y a une citation que je connais pas du tout par cœur, mais elle a écrit un truc et ça m'a fait ça. Ça m'a fait tout est dit et pas besoin de décrire, Mmh mh. à quel point c'est horrible et tout. À un moment donné, il y a un personnage qui dit, quelque chose de très poétique et que je vais mal, redire, mais qui dit, en gros, «Rien n'est plus lourd à porter que le poids d'un homme dont on ne veut pas».
et tu vois, ce personnage te dit, voilà, tu sais, mais Mmh. hem, ça c'est, voilà, pas besoin de plus, et c'est dit de manière tellement métaphorique et tellement belle que, c'est pas non plus, gommer, heu, toute l'horreur que la personne a vécue, le personnage a vécu, mais c'est aussi, bah, peut-être pas besoin de rentrer dans tous les détails pour dire: «Ça, c'est grave, ça, c'est brisant». Voilà, bref, je suis peut-être allée trop loin, mais mais voilà, tout ça pour dire que Non, peut-être non, du que, tout, comme toi, j'ai au pas tout contraire, vu. au contraire. Non, mais c'est que en fait, ça montre bien que, c'est des enfin, déjà, ça montre 2 choses. C'est que la première, il y a quand même un vrai travail de mise en langue des choses et pas uniquement les mettre en récit. Oui, Vraiment les oui, mettre en très bien langue et dit. vraiment les mettre en littérature et ça, c'est quand même une différence quand même qui est assez notable et moi qui, en fait, parce que tu par exemple, tu abordais la question des trigger warnings et cetera. Tu vois, c'est une espèce d'outil qui est très présent et cetera, mais qui est vachement discuté, parfois par des gens qui possiblement ont les meilleures intentions du monde, mais juste qui sont gênés Oui, par ça. Mais qui sont un peu en mode, déjà qui ont quand même pas mal d'œillères sur la réception normalement des choses, de mon humble point de vue, et sans être un peu gnangnan en disant faut penser un peu à tout le monde, je sais pas quoi, c'est qu'effectivement, en réalité, ça peut être une rustine, mais c'est une rustine qui, logiquement parfois, permet aussi pas d'éviter des sujets, mais d'éviter des façons de présenter les choses en réalité. oui, Et ça, c'est vrai que c'est quand même extrêmement compliqué, comme tu le dis très bien. Et c'est vrai que sur la littérature, en tout cas, alors, ce que j'ai pu lire et étudier par le passé, ça va. Moi, j'arrive à appréhender la mise en récit ou la mise en langue de choses atroces que j'ai pu connaître ou pas. Ça va encore. Mais il y a des moments, effectivement, où tu as, pareil, comme toi, j'ai une saturation en fait sur l'intention et la mise en forme de la chose potentiellement derrière. Et c'est vrai que je trouve que Soit la bise, pour le coup, là, a une capacité à se dire, moi, mon intérêt, c'est effectivement, comme tu le dis pour McDaniel, de mettre en forme la langue et en même temps de laisser un espace d'ouverture de réception qui peut être très direct, qui peut être très personnel, qui peut être très général. Et je trouve que c'est vraiment une richesse d'écriture qui est assez rare, effectivement, parce que pareil, j'en ai un peu marre, moi, d'entendre un peu, ou de pouvoir être sur pas mal de scènes ouvertes, etc., d'entendre parfois les mêmes choses, de la même façon, a priori pour les mêmes publics, ou du moins issus possiblement d'auteurs qui, quoi qu'il arrive, n'arrivent pas forcément à être plus du leur, mais c'est horrible à dire parce que je ne réduis pas forcément leur discours et leur oui, expérience, mais sur l'idée de vouloir mettre en récit pour le présenter en plus à un lectorat ou à un auditoire, bah, en fait, tu es obligé normalement de ou prendre des rustines potentiellement, parce que tu te dis bah, ma mise en récit n'est pas parfaite, ou ma mise en langue n'est pas parfaite, et certains n'ont pas envie d'avoir à affronter ça, ou que je mette des rustines ou pas qui sont des trigger warnings, bah, possiblement, en fait, effectivement, il y a eu 15 000 récits sur la chose, etc. J'ai peut-être des gens en face qui n'ont pas envie d'entendre ça. Et possiblement, ma langue ne suffira pas à transcender cet état d'essolement un petit peu vis-à-vis du sujet, ou juste oui, de vulnérabilité aussi, en fait. Et c'est vrai que ça concerne pas que le fond, mais aussi la forme, et ça, on le rappelle pas assez. Et je trouve que à la lecture, euh, c'est assez présent. Et donc, je trouve que tu l'as très bien résumé dans ton expérience personnelle. Et je suis content de voir qu'il y a d'autres personnes qui apprécient la mise en langue plus que la mise en récit aussi. ouais, complètement, mais c'est très bien dit, la mise en langue plus que la mise en récit, c'est complètement ça, et je pense que c'est complètement l'objectif de cette, autrice. Après, Ouais. elle ne parle pas que, elle parle pas que de viol, hein. Je vais me permettre, je vais lire un de mes Non, du tout. préférés. «Tu es de celles qui ne vont nulle part. Tu fais et refais le tour des possibles. Reviens ranger ton bagage invisible». Elle parle quand même aussi de l'exil et elle parle aussi de la langue. Elle parle aussi de la confrontation donc, des langues et des cultures et qui passe aussi par le fait de bouger, d'être mobile, de parfois partir, de parfois revenir. Oui. Et, voilà, et pas uniquement, pas qu'uniquement dans un team charnel, on va dire. Mmh. Du coup, globalement, un très beau livre, que tu recommandes à 100%. Oui, même si malheureusement ceux qui, bah, potentiellement ne veulent pas acheter beaucoup de livres pourraient être un petit peu donc rebutés par ça et je le comprendrais tout à fait. Mais ça les vaut. Ça les vaut largement et c'est bien de donner de l'argent à des poètes parce que la poésie se vend mal en France
il ne faut pas l'oublier, Est-ce que c'est contrairement, on pas, verrait pas chez les Allemands au Canada. mais est-ce que c'est pas parce que en fait, notre rapport à la poésie, il est uniquement scolaire? Tu vois, moi, il y a plein de poèmes. Bah, Ouais, je sais que c'est peut-être très bête, hein, mais je sais qu'il y a un côté, récitation, tu vois? Il y a un côté comme il y a eu un effort, alors, de premièrement apprendre par cœur, deuxièmement passer devant un groupe alors que, mmh, tu es très mal à l'aise et du coup, en fait, la poésie, très vite, c'est un genre que tu vas complètement abandonné alors que, à l'école, même si tu vas lire des romans que tu n'aimes pas, tu vas être plus facilement amené à lire d'autres romans par toi-même. Que la poésie, en fait, pas tant que ça, bah, il y c'est a pas mis en avant dans les ouais, non, bien médiathèques, sûr, c'est pas mis, ouais. non. Peu, on va dire. Bah, il y a ça et je pense qu'il y a aussi un imaginaire, du poète et de la lecture de poésie qui a été complètement, comme pas mal d'autres choses, hein, fucked up par le 19e Oui, et malgré une tradition poétique hyper folle au 20e aussi, en fait et même encore aujourd'hui évidemment, même si elle est moins mise en avant, heu, je pense que ça joue aussi et on a l'imaginaire que, ça va être une lecture qui va être, en fait, peut-être pas longue mais compliquée. pour moi, c'est un livre, que je recommande, à tout point de vue, l'objet, le contenu, le propos. L'édition fait que les Français aiment les romans, ils aiment pas trop les recueils de nouvelles. Oui, Le mot récit est un peu fourre-tout, mais oui, il est pas mal perçu pour autant. ouais. Sur la contemporaine, où tu te dis c'est des formes un petit peu qui sont mobiles, qui sont multiples, qui sont plurielles, qui sont riches, qui sont voilà, sur leur temps et le présenter. Enfin, tu vois, tu peux toujours faire des espèces de concepts improbables de présentation. Et que, sans leur jeter la pierre évidemment, parce que ça reste une très jolie formule, c'est en fait les éditions Blast, donc pour Glisser nu sur la rampe du temps, qui avait dit, on va dire, récit en fragments en fait. Parce que, alors qu'en réalité, Glisser nu sur la rampe du temps, c'est un récit qui est véritablement une succession de petites histoires et qui en gros trouve véritablement son organisation, entre guillemets, enfin, qui comprend la construction narrative et comment dire, euh, dire les coutures, on va dire, de cet ensemble de textes, qu'à la toute fin, avec la dernière histoire, où tu comprends en gros qui narre à qui, etc. Mmh. Et ce qui fait vraiment une succession de textes qui vaudrait le coup donc d'être lu du début à la fin, en fait. Ah bah, Et tu vois, je dans mon sens, craque, je crois que je celui-ci, vais me le commander, hein. bah, je serais, moi pour le coup, en plus, enfin, c'est bien celui-là, mais je crois que c'est bien celui-là. En tout cas, si c'est, celui-là que tu commandes et que c'est bien celui-là sur lequel je l'ai entendu parler plus longuement, moi j'ai déjà des clés de lecture sur certaines choses, donc Ah ah! Ah ça ça, gâche ça pas ma fait lecture, mais sympa. donc je serais donc d'autant plus content non, mais donc je serais d'autant plus content que tu me dises ce que tu as pensé et voir si, en fait, possiblement, voilà, moi je enfin voilà, disons que ma première lecture serait est possiblement déjà teintée d'informations que j'ai Mmh. et donc je serais assez curieux pour le coup d'avoir ton ressenti, un peu, sans aucune, sans rien du tout pour l'aborder vraiment et quitte à ce que je le lise en parallèle et moi avec mes clés de lecture pour voir possiblement si on Ah peut bah, arriver carrément. au même ressenti en tout cas, à la même Bah, on pourrait réception. faire comme, Attic Raimi, un espèce de, heu, Ça peut, hein. numéro spécial